18-19, l'invité. Place à présent à notre invité du soir. Alors, Shimon Peres, Golda Meir, Ben Gourion, Jean-Paul Sartre, Vladimir Poutine, Jean-Paul II, le pape François, ou encore François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ou encore Simone Veil. Toutes ces personnalités et tant d'autres ont un point commun. Notre invité les a toutes croisées, rencontrées, voire même côtoyées. Il s'agit de l'écrivain Marek Elter. Bonsoir Marek Elter. Bonsoir. Vous êtes ici à Lyon car vous venez de publier un livre intitulé « Je rêvais de changer le monde », co-édité par les éditions Robert Laffont et XO. Dans ce livre de près de 600 pages, vous retracez votre vie unique, une vie qui a débuté le 27 janvier 1936 à Varsovie. Après 83 printemps, Marek, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? Mes éditeurs m'en demandent depuis longtemps et j'avais peur de raconter ma vie parce que quand on commence à raconter sa vie, ce qui veut dire qu'on l'a derrière soi. Et du coup, on prend peur et on se dit pour combien de temps on a encore. Et puis Clara, mon épouse, c'est elle qui a parsemé le monde des monuments pour la paix à Paris face à la Tour Eiffel, le mur pour la paix, est tombée malade, Parkinson, et on m'a dit qu'elle s'en sortirait pas. Et la mort s'est installée près d'elle, près de moi. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de commencer à écrire le mémoire. Et j'ai proposé à la mort un pacte. Bon, il y avait un autre avant moi, bien sûr, Goethe, Faust. Et j'ai dit à la mort, qui ne m'a pas répondu, bien entendu, voilà, laisse-la tranquille le temps que je termine mes mémoires parce que je veux lui lire page par page. Et la mort a tenu parole. J'ai terminé le livre, elle est morte. Et j'ai ajouté qu'une seule phrase, Clara est morte. Clara est morte. Je l'ai lu, effectivement. Votre vie, 83 ans, elle commence donc à Varsovie, le deuxième conflit mondial. Quel souvenir aujourd'hui vous gardez de votre enfance, en quelques mots ? Mais c'est contrairement à beaucoup de survivants, un cheval mort. Alors, c'est bien sûr, quand j'ai dit ça, Simone Veil, elle a sauté au plafond. Elle se souvenait, elle était à Auschwitz, elle se souvenait de sa mère qui est morte dans ses bras. Elie Wiesel a fait un livre bouleversant sur son père qui est mort et que lui, un jeune Elie, ne pouvait rien pour le sauver. Moi, j'étais sur le balcon, j'avais 4 ans et j'ai vu passer un cheval qui était en train de tirer un chariot. Une balle perdue, l'a couché sur la chaussée. Et j'ai vu mes voisins, gentils voisins, qui me donnaient des bonbons, se précipiter sur ce cheval qui respirait encore, avec des couteaux pour le découper parce qu'ils avaient faim. Et pour moi, c'est ça. Ça veut dire c'était ça la condition humaine. Que l'homme meure d'une manière violente ou pas, nous savons que les gens meurent. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent en Syrie, en Irak, partout. Mais que l'homme soit obligé de couper un cheval encore vivant parce qu'il est affamé, ça c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Avant d'arriver à Paris avec votre famille en 1950, vous écrivez également dans votre livre un passage qui concerne l'Argentine. Vous avez beaucoup appris visiblement. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce voyage en Amérique du Sud ? Oui, parce que je ne savais pas parler français quand je suis arrivé en France. J'avais 14 ans. Par hasard, j'ai rencontré une fille qui m'a amené chez Marcel Marceau. Et j'ai fait un peu de pantomime. C'est lui qui m'a appris les premiers mots de français. Ça fait toujours rire mes copains. Et puis, je m'y suis mis... je n'ai pas continué. Je me suis mis à faire la peinture. Et j'ai reçu un prix. Et un marchand d'art argentin des passages m'a invité à venir en Argentine. En Argentine, j'avais de la famille.
et ma tante Régina, la sœur de mon père, sont enfuis avant la guerre encore, parce qu'ils étaient des syndicalistes de gauche, et la Pologne était déjà assez fascisante à l'époque. Ils sont installés en Argentine, et c'est vrai que c'était mon premier voyage librement consenti. Personne ne m'a obligé. J'ai mis 3 semaines de bateau pour y arriver, et j'ai appris énormément de choses. D'abord, j'ai connu des écrivains, Cortázar, Jorge Luis Borges. Je me suis mis à aimer les livres. J'ai connu de jeunes gens qui ont voulu changer le monde, qui sont devenus des Montoneros, et parmi eux, un certain Guevara. Ça nous dit quelque chose. Qui m'a demandé si je connaissais Sartre. Ça m'a frappé. Ouais. Oui, j'ai croisé Sartre. Voilà. Sartre, c'est l'un des premiers qui vous a reçu à Paris. Il n'a pas reçu, j'ai forcé sa porte. Vous avez frappé, voilà, vous avez frappé à sa porte. Ouais. C'est ça. Parce que j'ai vu qu'il avait écrit un petit livre, les réflexions sur la question juive. Et j'étais surpris qu'un philosophe aussi célèbre se penche sur ma condition de juif. Alors, je l'ai lu difficilement parce que j'avais quelques difficultés, et ce petit livre m'a énervé. Que l'homme qui parlait si bien de la liberté, des libres choix, des libres arbitres, etc., d'un seul coup, en parlant des Juifs, mettait les Juifs disons, dépendants du regard de l'autre. Bon, je résume pour ceux qui nous écoutent. Pour lui, les Juifs, c'est celui qui est vu en tant que Juif par l'autre. Ça veut dire que ces Juifs perdaient sa liberté d'être ou ne pas être Juif. Je ne suis pas obligé. Je me souviens des discussions que je peux avoir avec mon ami Jean-Marie Lustiger. On aimait bien parler en yiddish, comme d'ailleurs avec le pape Jean-Paul II. C'est extraordinaire. Et Jean-Marie a choisi d'être chrétien. Bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas parce que, aux yeux de quelqu'un, il était juif ou d'origine polonaise. Ça veut dire qu'il a choisi, c'est son choix. Or, Sartre m'a enlevé dans son petit livre ce choix. Donc, je suis allé protester. Okay. Alors, pour parler de choix, alors je vais rebondir justement sur ce mot. Vous avez fait un choix aussi. Vous étiez peintre et vous êtes devenu écrivain. En quelques mots, c'est sera la dernière question de la première partie. Pourquoi avoir changé? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de métier, quelque part, de vocation? Et c'est l'engagement. L'engagement, je voulais faire la paix au Proche-Orient, je voulais réconcilier les gens en France. J'ai pressenti les retours des religieux dont parlait Malraux, encore que ce n'est pas comme ça qu'il a dit, puisque nous étions, Clara et moi, à Amiens, à l'inauguration de la Maison de la Culture, où il a dit que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas religieux. Mais moi, je pressentais parce qu'on sentait la fin des idéologies et l'homme ne peut pas vivre sans espoir. Et donc, il était évident qu'il se retourne vers Dieu. Or, nous n'appelons pas tous de même nom. C'est ça le problème. Et il fallait très vite faire de sorte pour que les gens se comprennent, qu'ils comprennent que c'est les mêmes. Et ça, avec la peinture, ça m'était difficile de le dire. Et je commençais à écrire des articles dans Le Monde, en autres, et le directeur du Monde à l'époque, Pierre-François... et puis je dis n'importe quoi, Vincent Pontet, voilà, qui m'a dit, tiens, puisque tu écris, ça serait bien que tu écrives un livre. C'est comme ça. Et c'est comme ça que tout a commencé, enfin a continué plutôt. Merci Marek Alter, c'est la fin de cette première partie d'entretien. On se retrouve tout de suite après le journal. Merci Marek Alter. 18-19, l'invité.
Deuxième partie de l'entretien avec notre invité du soir, Marek Elter. Rebonsoir, Marek Elter. Bonsoir. Après avoir évoqué les premières parties de votre vie qui sont évoquées dans votre livre qui s'appelle, je le rappelle aux auditeurs, Je rêvais de changer le monde aux éditions Robert Laffont et X-Rousse. C'est une co-édition. Je voulais à présent vous demander, il y a une phrase, il y a beaucoup de phrases dans votre livre qui m'ont marqué, mais il y en a une en particulier. Vous dites « Je ne voulais pas accepter la violence des hommes ». C'est ce qui a provoqué justement votre engagement pour la paix. Oui, je ne sais pas si c'est ça qui m'a vraiment... vous me posez là une question. C'est une question. Oui, tout à fait. Bon, j'ai horreur de la violence. Oui. Ouais. J'ai horreur de la violence et je pense que si Dieu a tout prévu, il nous a donné l'antidote contre la violence, c'est la parole. Nous sommes les seuls êtres vivants dans ce monde qui utilisons les mots pour communiquer. Des mots. Et il y a des dictionnaires, des milliers de pages, des synonymes, etc. Et c'est passionnant, d'ailleurs, de feuilleter ces dictionnaires, voir qu'on peut dire la même chose de 10 manières, de 100 manières différentes. Et je suis persuadé que face à quelqu'un qui a un revolver, qui veut vous tuer, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites « Pourquoi ?» Ce qui a fait mon grand-père dans les ghettos de Varsovie. Hein? Un nazi qui allait tirer une balle dans la tête d'un enfant qui trafiquait, qui vendait des cigarettes en cachette, il lui a demandé « Warum ?» Pourquoi? Et l'autre, tellement affolé par cette question, lui qui était le maître du ghetto, hein, il a regardé dans les yeux, paraît-il, puisque je n'étais pas là, on m'a raconté ça, il a répondu « Here is kein Warum », ici il n'y a pas de pourquoi. C'est le monde sans pourquoi. Sans pourquoi. Mais il n'a pas tué le gosse. Donc, et c'est ça la militance. La militance, c'est quoi? C'est d'aller vers les autres et leur dire pourquoi. Et si l'autre, il vous repose la même question, alors vous commencez à expliquer, bien sûr. Avec le recul, justement, vous avez mené tellement de combats, mais quels sont les combats dont vous êtes le plus fier? Alors, bien sûr, les combats dont on est fier, c'est les combats qu'on a réussi, bien sûr. Bon, hein, on a fait libérer combien de dissidents en Union soviétique. Le dernier en date, c'était Sakharov. Solzhenitsyn, quand il est venu à Paris, chez moi à la maison, bon, il ne voulait pas du tout la démocratie. Il a déçu tous mes copains intellectuels de gauche. Il ne voulait pas de goulag, c'est tout. C'est tout, ouais. Ben oui, c'est extraordinaire. Pour nous, ça paraissait incompréhensible. Et puis, il y a quand même... Il y a la paix entre l'Égypte et Israël, le voyage de Sadat à Jérusalem, c'était l'idée de Clara, de mon épouse. Il n'y a plus de guerre entre l'Égypte et Israël. Il y a un problème palestinien qui est toujours là. Hein. Nous avons tous assisté à cette scène où Rabin a serré la main d'Arafat et on pensait, ça y est, c'est fini. C'est fini, oui. Bah oui, mais Rabin a été tué. Bon, donc, et puis, parfois des choses, des petites choses, quand on peut sauver une vie humaine. Un jour, je raconte ça dans mon livre. L'ambassadeur d'Israël en France m'appelle. Il dit, voilà, il y a un homme chez moi et il veut absolument vous voir. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Je dis, bon, venez. C'était le père des soldats Gilad Shalit, qui était otage de Hamas depuis quelques années. C'est un vieux monsieur qui est venu. Bon, il a tout essayé. Il m'a apporté un dossier immense avec les lettres, des réponses, des lettres, des réponses, des lettres, des réponses. Il a dit, vous êtes mon dernier espoir. Écoutez, vous me mettez dans une situation terrible. Je ne suis pas du tout persuadé que je pourrais vous aider. Mais nous avons essayé. Nous sommes allés
les chefs des Hamas se trouvaient à Damas à l'époque. Nous sommes allés, Clara et moi, à Damas. J'ai même rencontré le père d'Assad, le père Assad. Je lui ai dit, voilà ce qui m'amène. Il m'a pris rendez-vous avec Khaled Meshal. Et là, j'ai vu que nous avons quand même les possibilités extraordinaires. Je répète encore une fois les mots. Quand il m'a ouvert la porte, j'ai vu un homme petit, mais il avait une gueule, vraiment, une tête intéressante. Et je lui dis, mais vous avez une tête intéressante. C'est une drôle d'introduction. Oui. Alors, il a fait un pas d'arrière. J'ai dit, vous savez, pour moi, vous pourrez très bien devenir le président de la République palestinienne. Et là, il me prend dans les bras. Et on s'assoit, je vois sur sa table 2 photos de jeunes filles. J'ai dit, sont vos filles? Il dit oui. Et je commence à lui parler de lui, de ses ambitions pour la fille. Et c'est lui qui me relance. Il dit, mais je sais pourquoi vous êtes venu. Vous êtes venu pour ces jeunes Israéliens. J'ai dit oui, son père m'a demandé d'intervenir. Et je lui dis, mais si votre fille était enlevée, vous ferez quoi? Il me regarde, il dit, ben, j'irai chercher quelqu'un comme vous. Et ce garçon a été libéré. Fantastique. Fantastique. Il ne nous reste plus que 2 minutes 30, Marek Alter, pour terminer cet entretien qui pourrait durer des heures quand on vous écoute. La dernière ou l'avant-dernière question, avec toutes ces années, toutes ces décennies, tous ces combats, tous ces livres, toutes ces rencontres, qu'avez-vous appris du genre humain? Que l'homme est capable des pires et des meilleurs. Il y a en nous tant de générosité. Sauf qu'il faut aider notre voisin à exprimer sa générosité. C'est ce qu'on ne lui propose pas. On ne lui propose pas. On lui propose de protester contre l'injustice. Ça veut dire qu'on lui tend un bâton pour aller taper sur ceux qui sont injustes. C'est ça qu'on lui propose. Et au final, Marek Alter, est-ce que votre livre s'appelle « Je rêvais de changer le monde ». Nous sommes en 2019. Est-ce que vous pensez que vous avez un petit peu, beaucoup changé le monde? Un tout petit peu. Je n'ai pas appelé le livre « J'ai rêvé » parce que ça aurait été fini. Ouais. Bon, j'ai rêvé, je continue à rêver. Et si le destin veut bien me donner encore quelques années, j'aimerais terminer par établir la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Les femmes, je crois beaucoup. Cette nouvelle émergence, Marx parlait du prolétariat. Aujourd'hui, il n'y a plus de prolétariat. Mais il y a les femmes qui ont compris leur importance, pas seulement en donnant la vie, mais en entretenant la vie. Imaginez 300 000 femmes palestiniennes, israéliennes, qui se mettent en marche sur Jérusalem avec une seule pancarte, Shalom Salam. Ça sera fini. Ça sera fini. Merci Marek Alter pour cet entretien. J'ai juste envie, pour terminer, de vous citer Winston Churchill, une phrase que j'ai trouvée en préparant cette émission, qui en 39 ou en 40 a dit « C'est quand la nuit est sombre que les étoiles brillent ». Voilà, je voulais vous soumettre cette phrase que vous connaissez sans doute. Voilà, en guise de conclusion. Merci Marek Alter d'être venu dans nos studios aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du 18-19. Merci beaucoup Marek Alter encore. Merci. Merci.